Donc on continue cette séance et on va corriger la première application qui traite de l'hétéroscédasticité. Donc les corrections des applications vous seront données bien évidemment sur Dropbox comme d'habitude. Néanmoins là pour la correction en cours, ce que je vais faire c'est que je vais faire comme la dernière fois, je vais ouvrir un nouveau notebook pour essayer de voir un peu comment from scratch on fait pour répondre à une petite étude de ce type là. Donc comme d'habitude, je vais devoir importer les données. Ok, bon déjà je vais commencer peut-être par importer les packages qui m'intéressent. Donc je vais importer Panda pour gérer les données. Je vais importer NumPy. NumPy, je vais peut-être pas forcément en avoir besoin en l'état, puisque je vais surtout utiliser Panda pour gérer mes données, mais néanmoins c'est toujours utile de l'avoir. Si vous avez un ordinateur qui est un peu vieux ou qui a un peu du mal à tourner, vous n'êtes pas éviter d'importer des packages inutiles. Si vous savez que vous n'allez pas utiliser NumPy, l'importez pas parce que ça va prendre un peu de temps à être importé. Puis ça va commencer à utiliser de la mémoire vive de votre ordinateur, ça sert à rien en fait. Donc voilà, import matplotlib lib.pyplot as plt. De quoi on va avoir besoin de statsmodel. Et de statsmodel là, donc on peut aller regarder dans le cours les différentes librairies dont on va avoir besoin. Donc là, je vais tout récupérer directement. Tac. Hop. Comme ça, je suis sûr d'avoir toutes les librairies dont j'ai potentiellement avoir besoin. Celle-là, je ne vais pas en avoir besoin ici, puisqu'on s'intéresse à l'hétéroscédasticité et non l'autocorrélation. Ok. Donc après, toujours la même chose. Essayez de mettre des cellules Markdown. Librairie. Pour structurer votre code. Ici, on va mettre importation des données. Et si vous mettez un hashtag devant comme ça vous fait ça vous le met en gras et en majuscule. Plus vous mettez de hashtag, plus ça diminue la taille du titre que vous êtes en train de donner. D'accord. Donc voilà. Donc là j'ai mes packages. Donc je vais maintenant aller regarder un petit peu ce qu'on me demande. Donc on me demande d'importer la base de données performance.txt qui donc a des données en cross-section, en coupe instantanée sur 400 collèges et lycées en France. On a un indicateur de performance des élèves, on a le nombre d'élèves par établissement, la proportion des élèves qui ne maîtrisent pas la langue, la proportion d'enseignants titulaires, la proportion d'élèves dont la restauration est subventionnée et la proportion d'élèves qui sont dans leur première année au sein de l'établissement. Ok, et donc on va utiliser finalement ces variables-là pour essayer d'expliquer l'indicateur de performance qui nous est donné. Donc on va commencer par importer les données. Je vais mettre études performance. Ok, comme ça je m'y retrouve. Importer les données. Alors, donc je vais faire comme la dernière fois. J'ai un dossier économétrie, économétrie M1. Ok. Dedans, je vais mettre mes données qui sont sur la Dropbox. Hop là. Mes données qui sont sur la Dropbox, donc elles sont dans Data, et c'est performance.txt qu'on nous demande de télécharger. Donc je le mets dans mon dossier, je récupère le chemin d'accès, ok, path égale entre guillemets, puisque c'est bien une chaîne de caractères qu'on nous demande pardon, le chemin d'accès vers le dossier qui contient mes données, et je change les anti-slash par des slash pour que ce soit bien lu par Python. Ok, et je n'oublie pas, à la fin, je rajoute un slash, puisque en gros, si je mets pas le slash ici, c'est comme si je voulais ouvrir le fichier économétrie M1. En fait, c'est un dossier, donc je mets un slash à la fin pour lui dire que ce qui vient après, ça va être un dossier, enfin un fichier, et le fichier en l'occurrence, ça va être performance.txt. Donc df dataframe égale à pd.read. Read quoi? Bah là, il faut que je regarde l'extension de mon fichier. C'est un fichier texte, donc read. Enfin, tiré du bas CSV.
CSV, le chemin plus le nom du fichier. Donc performance, prenez éventuellement ce réflexe d'aller copier-coller le nom du fichier que vous voulez, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Performance.txt, et je vais devoir spécifier le séparateur. Donc vous savez ce qui sépare chacune de mes colonnes entre elles. Alors, ok, donc df, enfin du coup le séparateur je le spécifie pas au départ, j'importe la base de données, je regarde à quoi elle ressemble pour repérer le séparateur. Donc là c'est anti/t, et donc là je peux revenir dans ma colonne d'importation et mettre sep égale anti/t, et donc là normalement voilà, il a séparé chacune des informations, des données pour chacune des colonnes. Ok, vous n'êtes pas obligé de tout imprimer, vous pouvez imprimer que le haut du data frame pour pas que ça prenne trop de place dans votre notebook. Donc j'ai importé mes données. Question 2, expliquer la performance par les variables citées ci-dessus en effectuant une régression MCO. D'accord, donc régression MCO. Ok, donc je vais commencer par définir ma matrice de variables expliquées et explicatives. Donc y égale à df perf. Okay. Ma liste de variables explicatives, c'est tac, donc c'est sub. J'ai aussi ETRG. Donc voilà, c'est nouveau. C'est Titu et c'est NBR. NBR. Ok, si on veut ne pas se tromper, ce qu'on peut faire du coup, c'est hop égale à la liste des variables de df. Donc ça je peux l'écrire comme ça ou alors avec un point columns. Et donc je veux toutes les variables à partir de la troisième, c'est-à-dire de l'indice 2 jusqu'à la fin. Ok, ça va me donner exactement la même chose. Bis. Ok. Et donc pour créer ma matrice de variables explicatives, je note x égale à df, ma liste de variables explicatives. Ok, et donc là j'ai mes deux matrices. Il ne faut pas oublier d'incorporer la constante dans la matrice des variables explicatives. Et donc on se souvient, il y a une fonction qui permet de faire ça. C'est sms add constante, j'ai oublié ce que c'était. Add constante. Ouais, ça. Ok. C'est quoi le false? Prepend égale false. J'ai oublié ce que c'était. sms.add constante. Entre parenthèses x. Prépendre. On va le remettre. Hein, même si je sais plus ce que c'est. Égale false. Ok. Parce que c'est pas SMS, c'est SM qu'il faut utiliser. Ok. Et donc là, si je regarde à quoi ressemble x, j'ai bien une variable constante qui s'est ajoutée à la fin avec que des 1 dedans. Donc ça va être la constante. Ok. Et donc maintenant, je vais spécifier mon modèle MCO. Donc modèle égale à sm.ols, entre parenthèses mes variables expliquées, puis mes variables explicatives. Je vais estimer ce modèle en faisant modèle.fit. Pour l'instant, je ne prends pas en compte la correction d'hétéroscédacité ou d'autocorrélation, j'en ai pas besoin. Enfin, justement, le but c'est d'aller voir s'il y en a. Et à la fin, je fais print résultat point summary pour avoir le résumé de mes résultats avec toutes les informations dont on a besoin. Donc on a un R carré qui est plutôt, donc on a bien performance, la variable expliquée, on a 400 observations, degré de liberté, etc. On a un R carré même ajusté, on peut regarder, R carré qui est plutôt bon.
On a un modèle qui est globalement significatif. Et d'un point de vue des variables explicatives, elles sont toutes significatives au seuil de 10%. À part le nombre d'élèves, elles sont toutes significatives au seuil de 5%. Et on en a même un certain nombre qui sont significatives au seuil de 1%. Ok, bon, ce qui ne veut pas dire qu'on peut aller interpréter le modèle directement comme ça. On va mener un certain nombre de tests pour voir si, si justement les t-stats, les p-valeurs, etc. sont robustes à l'hétérocidacité. Pour rappel, hein, hétérocidacité, autocorrélation, ça va altérer la variance de notre estimateur et donc les tests d'inférence, c'est-à-dire ces trucs-là. Hein. Donc pour pouvoir les interpréter, il faut nécessairement qu'on passe par des tests d'hétérocidacité pour savoir si ça a été pris en compte dans le modèle. Donc vous voyez ici, là, quand on n'a pas mis d'option pour la correction, enfin pour la prise en compte de l'hétérocidacité ou de l'autocorrélation, il nous met que le type de la covariance est non robuste. Ok, ça ne veut pas dire que votre modèle est faux, mais c'est dire que par contre, s'il y a de l'hétérocidacité, elle n'a pas été prise en compte. Donc justement, je pense que c'est l'objet de la prochaine question. Tester la présence d'hétérocidacité en utilisant les tests de Broch-Pagan et de White. On ne se fatigue pas à utiliser le test de Goldfeld-Quant. Hein. On sait qu'il n'est pas très fiable. Donc test d'hétérocidacité. Alors on va commencer par le test de Broch-Pagan. Ok. Et comment on faisait ça? Donc c'est test égale à sms.get Broch-Pagan. Il y en a deux. Alors là, lequel on utilise dans le cours? SCH. Ok, bon, on va regarder le même. Et donc en option, il nous faut les résidus du modèle et je sais pas trop ce que ça donne ça, le point exog. Donc on va aller regarder ça. Hop. Nous séparer ces résultats. Ok. Donc il nous faut ça et les résidus. C'était résidus. Réside. Donc là déjà ça nous donne le test de Broch-Pagan. Ok. Donc là on rejette H0, donc l'hypothèse d'homocédacité dans le modèle. On rejette pour les deux tests, hein, les deux formes du test. Donc on va avoir présomption de présence d'hétérocidacité dans le modèle. Je crois que j'ai loupé une partie de la question en fait. D'ailleurs. Non, c'est bon. Pardon. C'est bon. Et donc ça nous donne... je sais pas trop. Ça nous donne juste simplement à la maîtrise des variables explicatives, mais sous la forme d'un arrêt qui doit avoir, à mon avis, les bonnes dimensions. Bref. Ok, donc voilà. Donc là, a priori, selon le test de Broch-Pagan, on a présence d'hétérocidacité. Donc là, vous pouvez toujours faire une petite cellule Markdown aussi pour commenter les résultats. Ok. Ça, c'est pas des. Enfin, personne ne lira votre code. Enfin, a priori, il y a peu de gens qui liront votre code. Nous, pour le deuxième semestre, euh, vos projets, vous nous les rendrez. Enfin, vous rendrez les codes avec. Donc nous, on les lira. On lira vos commentaires. Mais si vous incite à mettre des commentaires dans vos codes, c'est aussi et surtout pour que vous puissiez vous organiser, que vous puissiez mener vos estimations, vos machins, et que ensuite vous pouvez revenir dessus. C'est beaucoup plus facile de relire un fichier de code quand il est commenté, organisé, etc. Fin de la parenthèse. On va donc ensuite mener le test de White. Non, c'est le test. Si c'est le test de White. Ouais, on va mener le test de White
pour confirmer notre, notre présomption de présence d'hétérocédacité dans le modèle. Ok, donc ça va être la même chose, si ce n'est qu'on change le broche pagant par weight. Ok, et donc là ce qu'on peut voir, c'est que les p-valeurs sont très proches de 0, ils sont inférieurs en tout cas à 1%, donc au seuil critique de 1%, on rejette H0 d'homocédasticité, et donc on va confirmer la présence d'hétérocédacité dans notre modèle. Ok, donc nécessairement, si nécessaire, ici c'est le cas, on va mener une correction robuste à l'hétérocédacité, une correction de White. Voilà. Et on va pouvoir du coup interpréter les résultats. Donc on va récupérer la même chose que ça. Tac. C'est le même modèle, sauf que ici, on va juste à l'hétérocédacité. Ok. Ici, on va mettre une option qui est une option sur le type de la variance. Ok. Qui donc s'appelle cov type. Et donc on a le choix entre HC0, HC1, HC2, HC3. Je crois que ça fait référence en fait aux versions de la correction de White, c'est-à-dire que White a proposé une première correction en 1980, il a proposé une autre correction avec McKinnon en 85, etc. Donc on va prendre HC3, je crois que c'est un peu l'option qu'on retient généralement pour, corriger de l'hétérocédacité dans un modèle. Donc là, on remarque que le modèle a bien pris en compte une correction de la variance des estimateurs de type White, White-McKinnon en l'occurrence, je crois. Les coefficients ne changent pas. Normalement, ce sont les mêmes que ceux qu'on a ici. Ça, c'est normal. En revanche, ce qui va changer, comme c'est la variance du terme, des estimateurs qu'on a modifié, ce qui va changer, c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est les tests, les procédures d'inférence. Et là, on voit, donc là, on a toutes nos variables qui sont significatives, toujours à 10%. À 5% sauf le nombre d'élèves toujours, mais sauf que bon, en gros là on se retrouve dans un cas où on peut interpréter nos résultats, même s'ils ne changent pas fondamentalement par rapport à ce qu'on avait au-dessus. Là on peut, avec un peu plus d'assurance, on peut prendre en compte ces résultats-là. Ok, donc là après, vous savez comment interpréter un tableau de résultats comme ça. Donc pareil, n'oubliez pas d'interpréter R carré, test de Fisher, la significativité de chacun des coefficients, et après il faut regarder un petit peu ce que ça veut dire économiquement. Qu'est-ce que ça veut dire que toutes ces variables là aient un impact négatif sur la performance. Le fait qu'un élève soit subventionné, qu'est-ce que ça peut impliquer de manière économique, etc. Peut-être qu'il vient d'un milieu plus prolétaire que d'autres étudiants, ou alors que ça veut dire que ce lycée là plutôt a des étudiants qui sont subventionnés, et donc c'est un lycée de ZEP par exemple, et que du coup peut-être que les élèves sont moins performants dans ce lycée là, etc. Parce que les conditions, voilà. Après c'est à vous c'est le boulot de l'économiste ensuite de venir interpréter tous ces trucs là, et de faire des conclusions. Voilà, donc voilà comment mener une étude économétrique en prenant en compte l'hétérocédasticité. Et donc on se retrouve dans une dernière vidéo pour ce cours, pour corriger l'application numéro 2, qui traite donc de l'autocorrélation en économétrie. A tout de suite.